Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant attrait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit, toujours en compagnie de mon co-animateur, chercheur à l'IRDA, Carl Boivin. Salut Carl, comment ça va? Ça va bien. Et toi, Félix? Ça va bien, merci. Au dernier épisode, Carl, tu te souviens, on était avec ChatGPT, un invité assez spécial, puis on l'avait questionné sur la culture de la canneberge, puis on n'était pas certain là, de ses réponses. Là. Donc, on vous avait dit qu'on inviterait des experts pour en parler davantage. Donc, c'est ce qu'on vous réserve pour l'épisode d'aujourd'hui. D'abord, on reçoit Simon Bonin, qui est directeur de l'agronomie puis des relations producteurs chez Fruits d'Or. Salut Simon, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va bien, merci. Simon, je sais que tu as fait tes devoirs puis tu as écouté un ou des épisodes du podcast, donc tu te doutes sûrement là, de ma prochaine question. Voudrais-tu te présenter? Bien sûr, oui, je suis préparé, je sais comment ça fonctionne. Donc, premièrement, je ne viens pas d'un milieu agricole, mais j'ai toujours été intéressé par les sciences appliquées. Puis j'ai passé pas mal ma jeunesse à faire du plein air avec une famille passionnée de plein air. Fait que on voit déjà un petit peu le lien avec l'agriculture quand même. Donc, j'ai été faire mes sciences nature au cégep et j'ai appris que l'agronomie en tant que telle, comme possibilité d'études, existait juste comme dans les derniers mois de mon cégep. Ça m'a quand même un peu fasciné qu'on pouvait faire de la science et de l'agriculture puis travailler dehors au champ. Je trouvais ça très appliqué. Donc, je me suis risqué puis je suis parti faire ça. Et dès le départ, j'ai eu des cours de sciences des sols en particulier qui m'ont particulièrement fasciné. J'ai vu un professeur remplir un tableau d'à peu près 40 pieds de large pendant un cours en étant emporté dans ses concepts un peu compliqués, puis je réussissais à le suivre. Fait que c'est ça qui était quand même intéressant. Donc, ça m'a conforté dans mon choix, puis j'ai fait mon parcours en agronomie en faisant sciences des sols et sciences végétales. Donc, j'ai sorti de là avec les deux spécialités. Au travers de tout ça, j'ai travaillé à temps partiel pour un chercheur, Jean Caron, qui faisait des projets en irrigation. Donc, j'ai touché à la tomate de serre, à des plantes ornementales en serre et en pépinière. Ce que je trouvais intéressant de vous dire dans mon parcours, c'est qu'au travers de 4 ans d'agronomie, puis 120 et plus crédits, je pense qu'on a abordé la canneberge, qui est notre sujet d'aujourd'hui, pendant à peu près 5 minutes. Là. Il y avait comme 4 pages dans un livre de 400 pages dans tout le cursus scolaire agronomique. Puis ces 4 pages-là ont quand même piqué ma curiosité assez pour que ça me reste en tête, même si je pense que c'était même pas clair à la fin de ces 5 minutes-là qu'il y avait de la canneberge au Québec. Par contre, quand j'ai fini mon bac, je me suis fait offrir de réaliser un projet de recherche dans le cadre d'une maîtrise qui était spécifiquement sur l'établissement d'une régie d'irrigation dans la canneberge au Québec. Fait que j'ai comme dû saisir cette occasion-là. J'avais la chance d'aller voir de plus proche c'était quoi ça, cette bébête-là qui est la canneberge. J'ai fait ma maîtrise, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus loin, mais en sortant de là, j'ai travaillé directement chez Fruits d'Or, qui est un transformateur important dans l'industrie de la canneberge au Québec. Puis j'ai commencé en accompagnant les producteurs dans leur expansion, parce qu'à cette époque-là, en 2008, il y avait beaucoup de nouveaux venus dans cette industrie-là ou dans la culture de la canneberge. Je les aidais à réaliser leurs nouveaux projets. J'étais beaucoup impliqué dans le design des champs parce qu'on a eu, avec mes résultats de maîtrise, des petites lumières qui ont allumé qu'il fallait ajuster des choses dans la construction des champs.
pas longtemps après, là, je veux pas dire parce que je pense qu'il y a des producteurs qui vont écouter votre podcast peut-être. Je veux pas dire que c'est moi qui a fait augmenter les rendements au Québec, mais on a vu là à partir de 2010-2012 un changement dans les rendements moyens qui ont passé de 20-22 000 livres à l'acre à 27-28 000 livres à l'acre. Puis selon moi, une grosse partie de ce gain-là, c'est expliqué par une meilleure régie de l'eau. Il y a certainement eu aussi un raffinement de la fertilisation azotée, mais en tout cas, je pense qu'une bonne portion s'explique par la meilleure gestion. Aujourd'hui, en 2022-2023, le meilleur, il y a vraiment un meilleur design des champs qui s'est fait avec le temps, puis les nouvelles variétés ont aussi été adoptées à plus grande échelle, puis on a réussi à atteindre l'année dernière un rendement de 35 000 livres à l'acre chez les producteurs conventionnels, ce qui est assez exceptionnel. Donc, c'est le fun, on s'améliore encore. Quand je suis arrivé chez Fruits d'Or, dès le début, on croyait vraiment aux bénéfices d'une bonne gestion de l'eau. Fait qu'on s'est impliqué via Fruits d'Or et ses producteurs activement dans des projets de recherche qui ont continué après ma maîtrise. C'était beaucoup avec l'Université Laval, une chaire de recherche, en fait, 2 chaires de suite de 5 ans. Puis dans le cadre de ces chaires de recherche-là, j'ai rencontré Vincent, qui est votre invité d'aujourd'hui, puis avec qui j'ai eu la chance de discuter de l'irrigation de la canneberge à maintes reprises autour d'un bon verre d'eau. Et Félix, avant que tu prennes la balle au bon, moi je trouve que Simon t'a oublié la partie la plus importante, mais en fait, soit le chapitre sur la canneberge dans le guide gestion technique, guide technique de la gestion raisonnée de l'irrigation. OK, ben j'étais sûr que tu allais en parler de long en large plus tard, mais je peux l'aborder. C'est sûr que j'étais un des premiers spécialistes de l'irrigation de la canneberge à sortir au champ avec des résultats à faire appliquer. Puis je pense qu'avec le temps, j'ai continué à raffiner mes connaissances spécifiquement en lien avec l'irrigation et le drainage. Fait que ça date de quand? Carl, 2018, le guide? 2018. Donc, j'ai été approché pour écrire le chapitre sur la canneberge dans le guide d'irrigation du Québec. Bien fait, Carl. Merci pour le lien. Merci, Simon. Vraiment cool comme parcours. Là, puis content de faire ta connaissance plus directement. Puis je reviens sur Vincent Pelletier que tu as nommé il n'y a pas si longtemps. Effectivement, c'est notre autre invité pour l'épisode d'aujourd'hui. Vincent Pelletier, c'est notre directeur adjoint R&D au pôle de pratique agricole, pôle dans lequel notre équipe de gestion de l'eau fait partie. Autrement dit, c'est mon boss, mais il est très gentil quand même, là. Donc, avant d'aller plus loin, peux-tu nous décrire, Vincent, les autres expertises présentes dans notre pôle? Oui, bonjour Félix. Je vais le prendre comme un compliment, je pense. Bonjour Carl, bonjour Simon aussi. Peut-être juste avant de passer au pôle, effectivement aussi j'ai des bons souvenirs de discussion avec Simon. J'aimerais peut-être juste préciser, tu as dit un verre d'eau, c'était peut-être 1 ou 2 verres d'eau, là, je me souviens plus exactement. Mais... Donc oui, si on revient au pôle d'expertise en pratique agricole, dans le fond, il y a 5 équipes de recherche dans le pôle. Il y a votre équipe Félix et Carl en régie de l'eau. On a une deuxième équipe en fertilisation et valorisation des biomasses avec la chercheure Christine Landry. On a une troisième équipe qui est plus en MRF, matière résiduelle fertilisante, donc de comment valider correctement ces produits-là sur le terrain de façon agronomique avec Denis Potvin. Puis on a une autre équipe qui est composée de 2 chercheurs en génie agro-environnemental. Donc on a Stéphane Godbout qui s'attaque principalement aux différents, dans le fond, optimiser les conditions environnementales dans les bâtiments d'élevage. Et on a Patrick Brassard qui, en génie agro-environnemental aussi, s'attaque au traitement et valorisation des déjections animales, séquestration de carbone, analyse de cycle de vie. Ah, super, Vincent, ça me rappelle moi-même le nom des pôles comme ça. Puis Vincent, si je comprends bien, là, si t'es dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce que toi aussi, t'as fait tes études en production de la canneberge, c'est ça? Oui, effectivement, Félix, t'as bien fait tes recherches. C'est ça, comme on disait tantôt, c'est là que j'avais rencontré Simon. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait ma maîtrise avec Jean Caron et Jean Guélichamp sur la gestion de l'eau, principalement l'irrigation en canneberge. Puis après ça, j'ai décidé de continuer au doctorat, continuer pour pousser un petit peu plus loin, dans le fond, les différentes expériences qu'on faisait à la maîtrise. Puis on a fait différents tests, dans le fond, aussi pour l'irrigation souterraine,
pour le drainage, aussi pour l'irrigation, pour la protection contre le gel. Donc, merci à vous deux pour votre présence là, à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, pour les auditeurs à la maison ou dans votre voiture ou dans votre tracteur, vous avez compris qu'on va axer cet épisode-là sur la gestion de l'eau dans les canneberges. Mais avant d'aller plus loin, Simon, peux-tu nous décrire un peu sommairement là, le système culturel de la canneberge? Certainement, puis je pense que ça vaut la peine parce que vous allez voir que ça tourne quand même autour de la gestion de l'eau beaucoup. On est dans un sol à la base, un sol sableux. On cherche typiquement 92, 94, 95% de sable et le reste étant limon-argile. Donc, c'est des sols déjà avec un risque de stress hydrique peut-être plus élevé que la majorité des sols agricoles. On est aussi dans un faible pH, fait que finalement, on est dans les sols qu'aucune autre culture ne s'approche ou s'intéresse. C'est vraiment des sols délaissés. On a besoin de bâtir, les champs eux-mêmes sont nivelés, bâtis avec des digues autour pour retenir l'eau, mais on a aussi des bassins de stockage d'eau parce qu'on utilise l'eau pour la récolte, une des étapes qui en demande le plus. La glaciation, on inonde les champs en hiver pour créer une glace de protection qui permet aussi le sablage des champs pour les rajeunir. On a l'irrigation durant l'été, on a la protection contre le gel au printemps, la protection contre la chaleur dans les pires épisodes de chaleur de l'été. C'est ça. Beaucoup d'étapes, l'eau est utilisée et surtout contrôlée. Je pense que l'eau est nécessaire dans toutes les cultures, mais dans la canneberge, les producteurs se dotent d'outils pour contrôler la régie de l'eau à toutes ces étapes-là. Une particularité aussi, on est en majorité en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau de drainage ou après une inondation, l'eau retourne vers un point bas de la ferme qu'on appelle un lac de récupération. Puis à partir de là, on pompe l'eau vers un lac en hauteur où le lac principal peut aussi être le point le plus bas qui accumule l'eau automatiquement, qui amène un besoin de pompage si on a besoin d'inonder les champs qui sont plus hauts. L'eau vient en majorité de l'eau de pluie, de la fonte des neiges, puis du drainage des terres avoisinantes qui sont des fois des fossés qui sont dirigés vers la ferme de canneberge. Donc, quelques terres forestières autour peuvent se drainer sur les fermes. Fait que ce que ça prend, c'est des réserves d'eau qui sont suffisantes pour faire face aux besoins de l'été au complet. Ce qui est intéressant aussi, théoriquement, un champ, ça peut produire éternellement par la technique de sablage, qui est de rajouter une petite couche de sable à chaque 3-4 ans sur les champs, qui crée des nouvelles pousses à partir du sol, qui rajeunissent le champ, mais ça crée aussi le fait que la matière organique du sol reste toujours assez faible parce qu'on rajoute du nouveau sable. Donc, ça conserve un peu le risque de stress hydrique en gardant un sol très faible en matière organique, qui n'est pas un problème en soi parce qu'on a besoin d'un sol pauvre et naturellement, les canneberges se retrouvent souvent sur des berges de sable près de l'océan, des conditions qui peuvent être assez secs par moment. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait pousser dans le sable. C'est son milieu de prédilection. Tu parlais de la protection contre le gel, Simon, qui est quand même un des postes importants de consommation d'eau en canneberge. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait une étude qui était sortie par rapport à l'irrigation cyclique pendant les nuits de gel, que ça pourrait peut-être économiser de l'eau et de l'énergie de pompage. Je ne sais pas si c'est une pratique que vous utilisez chez Frudor actuellement. Oui, mais pas vraiment au printemps. Le printemps, la pousse est très fragile, des nouvelles feuilles qui sont peu lignifiées. En fait, avec le temps, on a vu que c'était vraiment le moment le plus fragile de la saison. L'eau est froide. Les nuits sont quand même parfois très froides, donc on n'utilise pas cette méthode-là, ou en tout cas très peu. Mais à l'automne, c'est une approche qui est vraiment bénéfique. Les fruits peuvent tolérer quand même des températures assez basses. L'eau est relativement chaude, donc on en vient des fois, si on part l'irrigation, la protection contre le gel à une température critique. On arrête quand la température a monté suffisamment. On peut se retrouver à ne pas arroser pendant plusieurs heures dans la nuit et sauver 25 à même jusqu'à 90% d'eau et d'énergie en faisant cette technique. Ah, super, c'est intéressant.
Sinon, d'autres questions qui me venaient en tête. Félix, tu parlais en début d'épisode, de notre dernier épisode, qui parlait de ChatGPT. ChatGPT recommandait, ou du moins l'information qui nous retournait, d'irriguer la canneberge lorsque la tension dans le sol, dans la zone racinaire, atteignait entre 30 et 60 kPa. Donc, c'était quand même une certaine surprise d'entendre ces résultats-là, contextant que toutes les expériences qu'on a faites dans la chaire de recherche à l'université pointaient davantage vers une tension optimale qui se situe peut-être entre 4 et 7 kPa. Donc, on est quand même très loin du 30 à 60 kPa recommandé par ChatGPT. Mais je me demandais, les résultats de recherche comme ça, une fois que tu es rendu sur le terrain dans ton rôle chez Frudor, est-ce que il faut que tu adaptes ces résultats-là en fonction des différentes réalités terrain que tu observes? Par exemple, si un sol est plus grossier, peut-être que la consigne va être ajustée. Donc, comment vous gérez ça, les résultats de recherche, une fois sur le terrain? Avant de répondre à ta question vraiment précisément, je vais faire 2 parenthèses. Premièrement, ChatGPT, sa réponse m'a un peu surpris. Donc, j'ai réfléchi à ça, puis je pense que j'ai élucidé le mystère. Pourquoi? Je pense que c'est une des seules réponses qui était vraiment à côté de la traque dans toutes les questions que vous lui avez posées. Mais il a dû trouver sa réponse en espagnol parce que Arandano, ça signifie bleuet et canneberge. Et on a déjà vu une nouvelle dans le passé qui est sortie qui disait, puis ça avait été traduit en français, ça disait que le Pérou était le plus gros producteur de canneberge au monde. On était là, ben voyons donc, on n'a pas vu ça venir, ils sont rendus qui font de la canneberge comme ça. Finalement, on a vu que c'était un article traduit. Donc, ça doit être des barèmes de bleuets cultivés. Vous lui demanderez c'est quoi les barèmes de tension dans le bleuet cultivé. Deuxième parenthèse, c'est que je veux juste mentionner que c'est un peu curieux la régie de l'eau. En tout cas, dans la canneberge, je vois pas beaucoup d'autres productions, mais beaucoup de pratiques agronomiques sont très uniformes d'un producteur à l'autre dans la canneberge, la fertilisation, le sablage, puis la majorité des interventions de base. Mais quand on parle d'humidité du sol ou d'approche envers l'irrigation, là, on dirait qu'il y a autant de techniques qu'il y a de producteurs. J'exagère un peu, là, mais c'est juste pour illustrer mon point. Fait que ça rend un peu l'application de consignes précises difficile. En fait, on voit que chacun interprète les résultats à sa façon. Mais ouais, pour répondre à ta question, Vincent, par rapport aux résultats de 7.5, les producteurs, en général, là, ils croient que ça s'applique pas en tout temps, puis je dirais qu'ils ont raison là-dessus. Mais ceci dit, si les conclusions avaient été que la limite c'est 5 kPa, il aurait probablement démarré leur irrigation à 4 kPa parce que dans l'irrigation, on dirait qu'ils veulent se tenir loin de la limite qui est établie en pensant que c'est où il ne faut pas se rendre, mais en réalité, c'est la limite à l'intérieur de laquelle on peut se situer. Ça vient vraiment du fait que, en fait, un stress, un manque d'eau sur une culture, on le voit immédiatement, alors que si on se maintient dans des excès d'eau trop humides pendant une période prolongée, ben on le voit, mais on le voit tranquillement apparaître. Donc, ça semble moins néfaste d'être trop humide que d'être trop sec, mais l'expérience, en tout cas, me dit que les deux sont à éviter en réalité. Pour répondre encore plus précisément à ta question, ben les données au fil des années nous ont montré que les sols grossiers méritent d'être un petit peu plus humides par rapport aux barèmes qui ont été établis. Les sols de terre noire, eux, peuvent permettre d'aller un petit peu plus sec. En fait, pas nécessairement plus sec, mais à des tensions un peu plus élevées. Aussi, le stade des plants nécessite quelques ajustements. Au fil de la saison, on a tendance à tolérer de plus en plus sec. Puis finalement, aussi, la température peut faire en sorte qu'on modifie un petit peu nos barèmes. Là, j'aurais beaucoup de difficultés à conseiller à un producteur d'atteindre 7.5 une journée où il fait 33 degrés Celsius, mais une journée où il fait 22 sans problème. Moi, Simon, j'aurais envie de parler un peu d'outils d'aide à la décision. Dès qu'on peut, on en fait la promotion. Dans ce cas-ci, on pense beaucoup au tensiomètre, au bilan hydrique.
Enfin, je serais curieux de savoir, est-ce que les entreprises dans dans le domaine de la canneberge, est-ce que c'est des outils qui sont adoptés et qui sont utilisés? Oui, là, ça fait 15 ans que les premiers résultats de recherche sur la canneberge, l'irrigation de la canneberge au Québec sont sortis, puis ils utilisaient déjà le tensiomètre à l'époque. Donc, on a vu une adhésion au tensiomètre qui a été graduelle, là. C'est pas tout le monde qui se sont lancés là-dessus au début. Les outils aussi étaient à raffiner. Peut-être leur fiabilité n'était pas parfaite, mais une fois que les outils sont devenus fiables, que certains producteurs ont confirmé l'utilité de ces outils-là, les économies d'eau, ça a été quand même adopté. En tout cas, chez mes producteurs, là, qui représentent quand même un bon pourcentage de la production au Québec, c'est 100% des producteurs qui utilisent des tensiomètres. Donc, l'adoption est totale. On va se servir de cet épisode-là pour en faire la promotion dans les autres productions. C'est ça. Suivez l'exemple des canneberges. Puis, changement de sujet un peu. Si vous voulez, je renchérisse un petit peu, mais moi, c'est pas très difficile à promouvoir. Je fais juste faire un petit calcul. Disons que ça coûte 1500 $. Puis là, je prends les sondes haut de gamme parce qu'il y en a quand même qui sont moins chers que ça. Mais ce montant-là divisé par l'argent que vous recevez à la livre pour votre production, ça vous dit combien de livres vous devez produire de plus pour le rentabiliser. Puis normalement, c'est comme payé en dedans. C'est sûr, c'est payé en dedans d'un an et de beaucoup. Ah ouais, OK. Comme dans la canneberge, il faut faire à peu près, je sais pas, 50 livres à l'autre de plus pour le justifier si on utilise une sonde à chaque 20 ans. Bon, voilà, c'est dit. J'aimerais ça ajouter que pour ceux qui sont un peu moins familiers avec les outils d'aide à la décision comme le tensiomètre, parce qu'on parlait justement de consignes que ChatGPT nous a proposées, mais c'est une chose d'avoir une consigne, mais si on n'a pas d'outils pour savoir quand est-ce que cette consigne-là est atteinte, ben là, c'est là que ça devient un peu un jeu de hasard. Là. Fait que je voulais ajouter cette information-là qui semble être très bien comprise là, des producteurs de canneberge. Voilà. Fait que je change de sujet un peu. Je nous ramène à l'épisode 4. On parlait du projet IRI8 qui portait sur la différence là, entre les cultivars à propos de la vulnérabilité au stress hydrique, dans ce cas-ci, dans la pomme de terre. Fait que je me demandais, Vincent ou Simon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est évalué un peu pareil, mais dans la canneberge? En fait, la réponse est simple, non. Il y a toujours des petites impressions que certaines variétés tolèrent mieux la sécheresse, certaines moins, ou certaines tolèrent mieux aussi l'excès d'eau, certaines moins, mais on n'a pas fait ces recherches-là dans la canneberge. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement. On a par contre pas une grande, excuse-moi Vincent, on a quand même pas une grande diversité de variétés comme j'imagine que la pomme de terre a, et nos variétés sont plantées pour 20 à 25 ans. Donc, on peut pas faire une sélection de variétés beaucoup en fonction de ce critère-là. Mais ça serait quand même intéressant. Mm-hmm. On a parlé beaucoup d'irrigation par aspersion depuis le début de l'épisode, mais en canneberge, il y a aussi le drainage, je pense, qui est très important. On avait fait des mesures pendant la charge de recherche avec des champs dont les drains étaient colmatés, qui réduisaient considérablement les rendements. Puis à l'autre extrême, si on veut, on peut aussi utiliser le même système de drainage pour ramener de l'eau dans le sol, donc contrôler la hauteur de nappe phréatique par l'irrigation souterraine. Ça semblait aussi prometteur selon les données qu'on avait reçues. Donc, je sais pas, Simon, encore une fois, la même question que j'avais tantôt un peu côté pratique quand tu arrives au champ avec les producteurs, côté drainage, irrigation souterraine. C'est quoi tes observations, si on veut, à ce niveau-là? Oui, peut-être avant d'aller dans l'irrigation souterraine, juste mentionner que c'était quand même une des grandes conclusions de mon projet de recherche, c'est que finalement, ce qui était supposé être un projet d'irrigation est devenu un projet de drainage parce que des mesures en laboratoire nous disaient qu'il fallait essayer d'atteindre au moins 4 kilopascals avec les tensiomètres. Puis quand on est arrivé au champ, on peinait à l'atteindre, même en sol de sable, parce que on a beau être en sable, on est sur un terrain plat. S'il n'y a pas de sortie pour l'eau, la nappe est haute et l'humidité est persistante. Donc, je pense que dès là, on a vu que le drainage était important. Puis les producteurs ont beaucoup amélioré le drainage en passant de 2 à
plus de 6, 7, 8 drains par champ. Mais côté irrigation souterraine, c'est vraiment une approche super intéressante. Les projets que tu avais faits, Vincent, on avait réussi à ne jamais irriguer pendant toute une été. Fait que c'est des grosses économies de carburant puis d'énergie, même d'usure de pompe. Donc, puis en plus, tout ça avec un rendement qui était plus que satisfaisant. Là. C'était vraiment des beaux rendements. Par contre, peut-être que cet été-là, c'est un été idéal. Tous les étés sont pas pareils. Les pluies intenses posent problème quand on maintient la nappe parce que là, le drainage se fait moins rapidement. La nappe monte momentanément, mais baisse pas très rapidement si on bloque le niveau de l'eau un peu trop haut. Donc, ça demande beaucoup de réactivité de la part des producteurs pour prévoir ces pluies-là, baisser la nappe, rebloquer par la suite pour la maintenir au bon niveau. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est un effet sur la qualité des fruits. Pas que les fruits étaient pas, il n'y avait pas de pourriture en tant que telle. Même aussi, normalement, quand on a des fruits blancs, c'est parce que la croissance des plants était trop forte. La canopée s'est densifiée, puis les fruits sont pas exposés au soleil et restent blancs. Dans ce cas-ci, c'était pas vraiment le problème. On n'a pas vu de croissance végétative excessive liée au maintien de la nappe, mais les fruits sont restés quand même assez blancs. Puis c'est probablement dû à il a manqué un signal pour que la plante rentre en mode préparation à l'hiver, dormance, et les fruits sont restés blancs. Puis ça peut être dû aussi à l'azote, peut-être qui a un petit peu moins voyagé dans le sol en étant moins arrosé par la surface. Il y a certainement eu de la pluie pour la faire bouger un peu, mais pas autant qu'une saison normale. Donc, c'est comme si on voulait adopter cette technique-là at large, qui a été un peu délaissée à cause de ces enjeux-là, faudrait revoir un peu toute l'approche de fertilisation en lien avec cette nouvelle façon de faire. Ça ferait un sujet là, intéressant pour un futur projet de recherche. Je pense que je vais en glisser un mot à Christine Landry, ou du moins l'inviter à écouter le podcast. Là. Mais je suis certain qu'elle l'écoute. Vincent, tu parlais tantôt de l'importance du drainage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié là, dans tes projets à l'université? Oui, effectivement, Carl. Dans le fond, on avait fait une expérience en chambre de croissance. On avait été prélever des bacs de canneberge au champ. Puis, rendu en chambre de croissance, on saturait les bacs d'eau et les bacs de sol, dans le fond, dans lesquels les canneberges poussaient. Et on prenait des mesures de photosynthèse. Donc, le but, c'était un peu de dire, après combien de jours avec un problème de drainage, si on veut, que ça a un effet sur la physiologie de la plante. Donc, les résultats étaient quand même assez surprenants, mais je dirais peut-être pas surprenants, mais au moins intéressants, dans le sens que dès la première journée où on maintenait le sol saturé, donc pour simuler un problème de drainage, on avait déjà une baisse de photosynthèse de 28%. Et cette baisse de photosynthèse-là continuait à augmenter dans le temps, c'est-à-dire que quand le sol était resté saturé pendant 5 jours, mais la baisse atteignait 46%. Donc, c'est quand même assez intéressant comme résultat. On avait aussi déterminé que après ces 5 journées-là avec le sol saturé, si on faisait un drainage, je dirais instantané, c'est-à-dire de remettre le sol en condition optimale, on a mesuré quand même après 2 semaines, la plante n'avait pas encore retrouvé son potentiel photosynthétique. Donc, si on sait que au champ, il y a une pluie, mettons, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, qu'on a un problème de drainage, on peut supposer que pendant tout l'été, dans le fond, la plante va subir une baisse de son activité photosynthétique qui devrait normalement se transposer au champ par une baisse de rendement. Et je pense, Simon, c'est d'ailleurs ce que vous observez au champ avec les producteurs, que le drainage, c'est super important. Je pense même que depuis que tu es arrivé dans l'industrie de la canneberge, les systèmes de drainage ont quand même pas mal évolué, si je ne me trompe pas. Oui, c'est comme je mentionnais tantôt, effectivement, le nombre de drains a augmenté suite à, je disais qu'on avait constaté des problèmes de drainage dans mon étude, mais effectivement, ces résultats-là étaient assez criants aussi, puis ça a juste continué à faire en sorte que les producteurs ont amélioré les systèmes de drainage d'année en année. Je ne sais pas si ça va continuer encore parce qu'on est passé de 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 7 à 8 drains par champ. Fait qu'on peut se rendre à plus que ça, mais je crois qu'on a atteint un design qui est satisfaisant, là, un bon compromis entre
trop sec et trop humide, là, parce que plus on en met aussi, il y a des risques d'être plus susceptibles aussi à la sécheresse. Mais juste pour revenir à tes résultats, c'est super clair. Des fois, au champ, on peut voir une zone où un drain est bloqué à partir d'une certaine hauteur. Tout ce qui est en amont de ce blocage-là, les champs, les plants au printemps se développent pas vite, perdent pas leur dormance, restent rouges, alors que tout ce qui est en aval commence à avoir une croissance active, verdie, puis est vraiment à un stade différent. Fait qu'on on voit que les plants sont vraiment affectés fortement quand ils ont les pieds dans un sol saturé. Ce qui vient démontrer que la canneberge ne pousse pas dans l'eau. J'avais oublié de commencer par ça, mais c'est important. Good. Ben, si, tantôt on parlait de protection contre le gel, mais à l'autre extrême, si on va à des températures élevées, je pense que la canneberge aussi, dans ce qu'on avait mesuré dans les expériences en chambre de croissance, la canneberge aussi peut être affectée par des températures trop élevées. Donc, on suggérait peut-être un refroidissement quand ça atteignait une température dans le feuillage de 33 degrés Celsius pour venir abaisser la température du feuillage et éviter le stress thermique. J'ai l'impression de me répéter, mais Simon Auchamp, est-ce que c'est une pratique qui finalement est adoptée par les producteurs? Est-ce que vous voyez des bénéfices réels à utiliser cette pratique-là? Oui, c'est utilisé. C'est pas une pratique qui fait consensus. Il y a des producteurs qui font très peu l'usage de cette technique-là. Ils obtiennent des très bons résultats. D'autres l'utilisent plus souvent. Mais je pense qu'il y a aussi une réalité. Les stress thermiques sont plus susceptibles d'arriver dans des sols plus secs, donc des fermes qui ont des sols grossiers, qui ont une nappe plus profonde, plus difficile à contrôler, vont certainement avoir besoin de recourir à cette technique-là lors des journées qui atteignent 32-33 degrés à l'ombre. Mais d'autres producteurs, c'est pas clair encore si en fait dans un sol où l'eau est facilement disponible, si c'est nécessaire de le faire. Ça peut être une bonne assurance dans les pires journées. Comme récemment, je pense que c'était à la fin mai ou début juin, il y a eu une chaleur quand même plutôt intense alors qu'on était dans un stade de croissance où la plante est assez végétative avec du feuillage très tendre. On a sondé nos producteurs, puis 7 sur 8 ont effectué un épisode de protection contre la chaleur dans cette journée-là. Fait que c'est largement adapté. Mais c'est intéressant de voir que la recherche, c'est une chose, mais que l'application des résultats en est en fait une autre chose. Et surtout que ça demande souvent un ajustement là, où on pourrait dire un pont entre les deux pour que les entreprises là, embarquent. Et avant de terminer, Simon, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu souhaites partager avec les auditeurs. Ben oui, je pourrais encore vous parler pendant 1 heure si vous voulez de l'irrigation de la canneberge, mais non, sans blague, je vais résumer ce qu'on découvre avec le temps aussi, c'est que la force de la donnée, d'avoir beaucoup de producteurs qui se mettent ensemble ou qui acceptent qu'un agronome prenne leurs données pour faire des analyses sur quelles sont les meilleures pratiques, comme par exemple de mon côté, j'ai accès à la majorité des données de tensiomètre de mes producteurs. On roule des analyses big data, entre parenthèses, sur leurs données. On a les rendements, fait qu'on peut voir c'est quoi les conditions gagnantes au cours de l'année selon les types de sol. Donc, j'encourage fortement soit l'IRDA si vous voulez vous y pencher ou les regroupements de producteurs à envisager ces options-là aussi qui, en tout cas pour ma part, nous en a appris beaucoup sans faire nécessairement un projet de recherche formel. Puis sinon, c'est ça, je pense que c'est important qu'il y ait toujours des gens qui prennent les résultats de recherche, les amènent au champ aux producteurs, puis même les déterrent de temps en temps, parce que mon expérience montre aussi qu'au bout de 3, 4, 5 ans, si on pose des questions sur un projet de recherche X qui était très intéressant à l'époque, les gens se souviennent plus de tant que ça des résultats, puis il faut, même en tant qu'agronome, des fois les reconsulter un peu. Donc, essayer de pas oublier ce qui a été fait aussi avant. Bon, ben, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à discuter pour aujourd'hui. Donc, merci Simon Bonin de t'être prêté au jeu. Merci Vincent Pelletier. Maintenant,
Je veux rappeler aux gens aussi de s'abonner, de nous suivre sur les différentes plateformes de diffusion de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, puis on est aussi sur le site de l'IRDA, irda.qc.ca, et également sur YouTube. Puis avant de vous laisser partir, juste vous dire que il va y avoir une petite pause d'Autrement dit parce que c'est les vacances estivales, donc on revient d'ici quelques semaines avec d'autres sujets intéressants pour vous. Donc, merci d'avoir été là, puis à très bientôt pour un épisode de Autrement dit.